Voilà, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va un peu tout doucement commencer, rappeler les modalités du fonctionnement par rapport à ce webinaire. Donc, l'épisode qui est le 6e fait partie donc de cette saison 2 de nos agri-webinaires du SPW-RNE autour de la thématique sol. Donc, l'intitulé est de préserver et enrichir nos sols agricoles, lutter contre l'érosion et renforcer la fertilité. Et donc, l'épisode du jour va plus particulièrement s'intéresser aux micro-organismes du sol au service de l'agriculture avec les notions de biosimulation et de biocontrôle. Alors, on vous rappelle que cette séance est enregistrée et l'enregistrement vous sera mis à disposition. Donc, il sera mis sur la chaîne YouTube du SPW-RNE. Et donc, vous voyez ici les différents épisodes de la saison sont également revisionnables sur la chaîne. Alors, au niveau du fonctionnement, vous l'aurez certainement remarqué, par défaut, tous les participants ont leur caméra et leur micro qui sont coupés, mais n'hésitez pas, vous pouvez interagir avec nous via l'onglet Conversation et poser vos questions spécifiquement dans l'onglet QR, donc questions-réponses. Alors, petite clarification par rapport au fonctionnement de cette rubrique questions-réponses. C'est pas toujours intuitif par rapport aux conversations où vous devez commencer une nouvelle conversation par le bas. Ici, dans questions-réponses, ça se trouve au-dessus. Donc, vous cliquez sur le petit symbole ici de discussion et c'est là que vous allez poser votre question. Donc, ça se trouve en haut. Alors, le programme de cette séance, donc on va dans une première partie s'intéresser à la vie du sol, plus ou moins 20 minutes sur le fonctionnement biologique du sol, la vie du sol en chiffres, les fonctions de la vie du sol, le diagnostic et les pratiques agricoles sur cette vie du sol. Et puis, dans un deuxième volet, nous verrons un petit peu les notions de biosimulation. Flo, on t'entend plus, en tout cas moi. Les autres, vous l'entendez? Non, on l'a perdu là. Oui. Donc, on va continuer 30 secondes sans Florence. Dans une deuxième partie, donc, on mettra en évidence tout ce qui concerne la biostimulation et le biocontrôle, plus particulièrement la définition avec la réglementation. Et pour cela, on a invité deux conférenciers qui sont Brieux Hardy du Centre Wallon de recherche agronomique et le professeur Philippe Jacques, ou Jacques Philippe, parce que non, c'est Philippe Jacques, pardon, de Jean Blou Agrobiotech. Et à la fin, nous terminerons par une séance de questions-réponses. Voilà, malheureusement, je ne sais pas faire avancer le diaporama, mais je vais passer directement la parole à Brieux Hardy qui va vous présenter donc le premier exposé. Merci beaucoup, Brieux, tu nous Benoît. entends? Je vous entends bien. Tu Est-ce sais que c'est partager similaire? ton exposé? Tout à Voilà, fait. on voit bien. Tu sais le mettre en mode diaporama? C'est en cours. Voilà, c'est parfait. Je te Vous donne la m'entendez bien? parole. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien? Oui, je Oui, confirme oui, qu'on oui. t'entend bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation à intervenir dans le cadre de votre saison de webinaire sur les sols. Donc aujourd'hui, la présentation va être orientée autour de l'usage des micro-organismes en agriculture. Et je vais commencer par la première partie avec un petit cadrage, donc des éléments de contexte. Donc finalement, pourquoi est-ce une problématique absolument essentielle pour l'agriculture aujourd'hui? J'en viendrai ensuite aux définitions légales, donc un petit cadrage réglementaire. Donc finalement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de produits de biostimulation et de biocontrôle? Pour ensuite passer en fait au fonctionnement biologique du sol, donc quelques rappels qui permettront en fait de comprendre les enjeux de la bonne utilisation de ces produits, mais également du développement en la matière. Ensuite, j'embrayerai sur la partie biostimulation avec des études de cas. Donc un projet qui était plutôt un projet de recherche et développement, le projet Microsoil System, qui a porté sur les mycorhizes, mais pas seulement, l'élaboration de consortia microbiens.
C'est un projet en fait qui nous a appris beaucoup d'enseignements sur les challenges en fait liés à l'application de ce type de produit. Ensuite, je vous présenterai un retour d'expérience des acteurs de l'encadrement avant de passer à un dernier exemple, donc un essai de longue durée du CRA sur un engrais en particulier qui est le TMS. Et ensuite, je laisserai la parole à Philippe Jacques pour la partie sur le biocontrôle, où il va vous présenter notamment une mouture plus fine en fait des produits de biocontrôle, vous présenter des études de cas et également faire un état des lieux des initiatives régionales et des perspectives en la matière. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, en fait, vous savez qu'on a des besoins criants en fait, de recherche d'alternatives aux intrants de synthèse. Donc, tout d'abord, il y a des ambitions politiques importantes de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, mais également de réduction des pertes en nutriments et d'atteinte des objectifs de neutralité climatique. Donc, au niveau européen, il y a évidemment la stratégie de la ferme à l'assiette du Green Deal. Ces ambitions politiques au niveau régional, eh bien, elles se déclinent de différentes manières. Donc, tout d'abord, nous avons un plan wallon de réduction des pesticides, un programme wallon de réduction des pesticides qui existe depuis 2013 et qui est revu tous les 5 ans. Ensuite, très récemment, eh bien, la ministre de l'Agriculture a mis en place en fait, un cycle, donc les états généraux de la protection des cultures, qui vise à co-construire avec les acteurs de terrain des solutions concrètes pour réduire l'usage des pesticides. On a également, dans le cadre spécifique de l'agriculture bio, eh bien, une initiative qui émane aussi du cabinet de l'agriculture pour trouver des alternatives au cuivre en production biologique, spécifiquement dans le secteur de la pomme de terre et de la vigne. Et donc, dans ce contexte, en fait, il y a énormément d'attentes et d'opportunités pour la thématique de la biostimulation et du biocontrôle. Et donc, ça, c'est Philippe Jacques qui vous détaillera ces aspects-là, mais je vais déjà un petit peu l'introduire. Donc, par exemple, Philippe Jacques est coprésident de l'initiative d'innovation stratégique Digi Biocontrôle, qui a pour objectif de relever les freins à l'adoption généralisée des solutions de biocontrôle en agriculture en Wallonie. Et on a par exemple également le groupe de travail AgriBioCare de Wagralim, qui vise également à promouvoir l'innovation dans le secteur des biosolutions, qui inclut notamment les biosolutions pour l'agriculture. Et donc, biostimulants, produits de biocontrôle, de quoi parle-t-on? Où se situe en fait ce type de produit par rapport aux engrais et par rapport aux pesticides? En fait, les biostimulants et les produits de biocontrôle peuvent être très proches dans la pratique, mais au niveau réglementaire, ils ont une nuance qui est absolument fondamentale. C'est que d'un côté, les biostimulants en fait ont un statut de fertilisant et ils tombent en fait dans les réglementations spécifiques des fertilisants, tandis que les produits de biocontrôle, les produits de biocontrôle tombent en fait dans différentes catégories de pesticides ou dans les agents de lutte biologique. Donc, dans les produits de biocontrôle, on va avoir des substances de base, donc, par exemple les purins d'ortie, purins de prêle, qui vont permettre notamment de contrôler les pucerons. On peut aussi noter les hydrogénocarbonates de potassium qui sont utilisés contre la tavelure du pommier. Dans ces produits de biocontrôle, on va également avoir des macro-organismes. Par exemple, le typhlodrome qui peut être utilisé en verger pour lutter contre certains acariens. On a les coccinelles également, etc. Et puis, on va avoir des biopesticides. Donc, les biopesticides, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des pesticides d'origine naturelle. Et dans ces biopesticides, il y a notamment les micro-organismes, comme certaines bactéries de type bacille. Ce que je vous rappelle, c'est que toute l'information officielle donc, par rapport aux catégories de produits se trouve sur PhytoWeb. Donc, non seulement pour les produits de type fertilisant, mais évidemment pour les produits de type phytosanitaire également. Et il y a d'ailleurs une page spécifique qui est adressée aux produits qu'on appelle borderline. Ce sont les produits en fait qui tombent un petit peu entre les deux classifications et pour lesquels en fait une demande de dérogation est possible.
Donc, si on zoome maintenant sur les biostimulants, là, on a un cadre réglementaire qui est relativement clair parce que depuis 2019, il y a un règlement européen, donc le règlement 2019-1009, qui définit en fait ce qu'est un biostimulant. Et donc, un biostimulant, c'est un produit qui va stimuler les processus de nutrition des végétaux, mais indépendamment du contenu en éléments nutritifs. C'est-à-dire que si un produit, en fait, a la prétention de biostimuler les cultures, s'il contient un nutriment, en fait, pour l'Europe, il va être reversé dans la catégorie engrais ou amendement. Donc, dans ce règlement européen 2019-1009, il y a une catégorie fonctionnelle de produits, la PFC 6, qui porte sur les biostimulants des végétaux. Et vous voyez que dans cette PFC 6, on distingue les produits microbiens des produits non microbiens. Et pour les produits microbiens, on fait référence notamment à des bactéries de type azotobactère et azospirillum. Donc ça, ce sont des bactéries libres du cycle de l'azote qui vont fixer de l'azote atmosphérique dans le sol. On a également les champignons mycorhiziens. Puis on nomme spécifiquement également les bactéries de type rhizobium qui vont en fait également fixer de l'azote atmosphérique, mais de manière symbiotique avec les plantes cultivées, en particulier les légumineuses. Alors, une fois qu'on a l'agrément CE pour un produit, on a le droit de le mettre sur le marché, à ma connaissance, dans tous les États membres européens. Par contre, quand on n'a pas l'agrément CE, on n'est pas nécessairement interdit d'être appliqué en Belgique et en Wallonie. Mais alors, on va voir si le produit, en fait, est conforme à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 qui est relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture. Et quand un produit n'a ni l'agrément CE et n'est pas compris dans la liste des matières de l'arrêté royal de 2013, en fait, il y a une procédure de demande de dérogation qui est possible. Et il y a même une procédure spécifique pour laquelle je vous renvoie pour les micro-organismes. Donc, au niveau des produits de biocontrôle, là, c'est un peu moins bien défini. Donc, il n'y a pas de définition officielle au niveau européen et belge. Par contre, on trouve en France une définition, donc dans le code rural. Donc, on définit comme produits de biocontrôle des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Donc, ça va comprendre les macro-organismes et les biopesticides. Et si on zoome sur la catégorie biopesticides, en fait, c'est un sous-groupe de produits dérivés de matériaux naturels au sein des produits phytopharmaceutiques. Donc, ce sont des produits phyto, mais qui sont d'origine naturelle. Dans ces produits-là, on va trouver les produits à base d'extraits de plantes ou d'extraits d'algues. On peut trouver des micro-organismes. On peut trouver certains phéromones et puis d'autres types de biopesticides, comme par exemple certains métabolites produits par des bactéries. Donc, quand on est dans cette catégorie de produits, en fait, on se retrouve exactement avec les mêmes règles que les autres produits phytosanitaires. Donc, ça veut dire qu'il faut obtenir un agrément européen. Et que donc toute la certification suit en fait le même processus, ce qui peut être relativement lourd parce qu'il y a évidemment des études de risques sanitaires et des études écotoxicologiques qui sont nécessaires. Donc, je vais maintenant zoomer un tout petit peu plus sur les catégories de biostimulants qu'on peut avoir. Donc, dans les produits microbiens, eh bien, on va avoir les produits avec des bactéries fixatrices d'azote. On peut avoir également des produits avec des organismes qui vont être tournés vers la solubilisation du phosphore ou du potassium. Donc, par exemple, il peut y avoir des bactéries de type Pseudomonas. Et puis, on va avoir les CMA. CMA, donc c'est un acronyme que je vais utiliser pas mal au cours de la présentation. C'est pour champignons mycorhiziens à arbuscules. Donc, ce sont des mycorhizes. Et puis, il y a les autres produits microbiens. Et dans les produits non microbiens, on va retrouver notamment des extraits de plantes, des extraits d'algues, des acides aminés, des acides organiques et puis d'autres types de produits. Alors, pour les produits de biocontrôle, j'avais préparé cette slide, mais je vais la passer parce que Philippe Jacques rentrera dans ce détail tout à l'heure.
Mais donc, avant d'aller plus loin dans le thème de la biostimulation, je vais d'abord prendre le temps de vous parler un peu de vie du sol, parce que cela va nous apporter quelques clés et quelques éléments de réflexion utiles pour la suite. Donc, la vie du sol, en fait, c'est une chaîne alimentaire complexe qui est alimentée par des organismes autotrophes, des organismes qui font la photosynthèse. Essentiellement les plantes, mais aussi possiblement des microalgues, des cyanobactéries. Et donc, ces plantes vont alimenter en fait cette vie du sol avec les résidus végétaux. Ces résidus végétaux vont être consommés par des organismes décomposeurs, dans lesquels on trouve des décomposeurs primaires qui vont décomposer donc les matières organiques fraîches, et puis des décomposeurs secondaires qui vont plutôt processer les matières qui ont déjà un niveau de dégradation avancé. Ensuite, ces décomposeurs, ils vont être prédatés, ils vont alimenter tout un réseau de prédateurs qui à leur mort, vont se retrouver dans la boucle des nécromasses et qui vont être eux-mêmes décomposés par les décomposeurs. Et en fait, à chaque étape de ce cycle, on a des bactéries et des champignons qui colonisent les surfaces et qui vont réaliser l'étape ultime de la minéralisation. Ils vont transformer les matières en CO2, qui vont se nourrir du carbone que les matières contiennent, ils vont l'oxyder en CO2 via leur chaîne respiratoire, et au passage, ils vont libérer des nutriments qui vont pouvoir être de nouveau consommés par les plantes. Donc la boucle est bouclée. Donc, pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle ici, eh bien, en fait, on a l'habitude de classer les organismes du sol en 4 ou 5 grands groupes, en fonction du type d'organisme et de leur taille. Donc, les bactéries et les champignons qu'on va retrouver dans certains produits de biostimulation ou de biocontrôle font partie des micro-organismes. Ces micro-organismes incluent également les amibes, les virus et les archées. Et puis après, on distingue plusieurs niveaux de faune du sol en fonction de la taille. Donc, dans la microfaune, on va trouver les nématodes, par exemple. Dans la mésofaune, on va trouver les colamboles, les acariens. Et dans la macrofaune, là, on va retrouver les vers de terre, les carabes, les araignées, tout ce qui est visible à l'œil nu. Et on peut distinguer également une catégorie qu'on appellera la mégafaune, qui là sont les plus grands organismes, par exemple les rongeurs ou les amphibiens qu'on peut retrouver dans le sol. Donc, quelques chiffres ici sur la vie du sol. Donc, dans le tableau, vous avez des fourchettes de nombre d'individus par mètre carré et de biomasse en kilo-hectares des organismes du sol. Et en fait, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que ces chiffres sont absolument faramineux. Donc, dans un gramme de sol, par exemple, on va compter entre 1 et 10 milliards de bactéries, comprenant jusqu'à 9000 espèces différentes. Et on va trouver jusqu'à 1 km d'ifmycéliens et 300 espèces de champignons. Donc, ce qu'il faut réaliser, en fait, c'est que le sol, c'est un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. On estime que 25% de la biodiversité mondiale se trouve dans les sols et environ 60% de la biodiversité sur les continents. Donc, pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? Eh bien, parce que moi, ça m'amène une première réflexion, et que le sol, c'est en fait une jungle. Et quand il y a une source de nourriture, il y a toujours quelqu'un pour la consommer. On entend parfois que les sols sont morts. En fait, ce n'est absolument pas vrai. Ils peuvent être très mal en point au niveau de biodiversité et en termes de fonctionnement, mais ils grouillent de vie, quasi systématiquement. Et quand on comprend ça, en fait, on va se rendre compte qu'introduire un organisme exogène dans le sol et attendre de lui qu'il s'y impose, eh bien, c'est un pari qui n'est pas facile, qui n'est pas toujours gagné d'avance. Et je vais citer ici David Snowden de Fourrage Mieux, qui lui-même a été inspiré de Marc-André Sellos. Le sol, c'est un peu comme un appartement rempli dans lequel il n'est pas simple d'ajouter des occupants, surtout s'ils viennent de conditions de laboratoire. Et c'est effectivement une difficulté qui est rencontrée dans le cas de la biostimulation ou du biocontrôle avec des organismes vivants. Donc, en fonction des conditions de sol et du microbiote indigène, l'efficacité des produits peut être impactée. Et c'est exactement ce que démontre Martin Quiévreux, qui est un doctorant de Jean Blou Agrobiotech, qui travaille notamment avec Philippe, qui a développé en fait un dispositif expérimental qui va permettre d'évaluer l'efficacité de biostimulants microbiens dans différentes conditions de sol. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé l'effet d'une bactérie de type Bacillus sur la biomasse de plantules de froment.
Donc, le principe de son expérience est assez simple. Donc, il est parti de 3 sols avec des propriétés contrastées. Il a stérilisé une partie de chaque sol et il a fait pousser des plantes sur les sols stérilisés ou non stérilisés, en présence de bactéries ou sans bactéries. Donc, qu'est-ce que Martin nous montre via son expérience? Eh bien, c'est qu'en fonction du sol, la réponse à la présence de la bactérie n'est pas pareille. Pour le sol A, on observe une interaction positive pour le sol non stérilisé. Donc, on voit que dans le sol non stérilisé, donc ce sont les couleurs bleues, quand on introduit la bactérie, on a une meilleure réponse de la plante, une productivité en masse sèche qui augmente. Par contre, dans le sol stérilisé, il n'y a pas d'effet. Pour le sol B, on observe exactement l'inverse. On n'a pas d'effet pour de l'introduction de la bactérie dans le sol avec son microbiote, mais par contre, dans le sol stérilisé, on voit un effet positif. Et troisième cas, le sol C, eh bien, dans les 2 cas, on n'observe pas d'effet suite à l'introduction de la bactérie. Donc, c'est une démonstration, en fait, que l'efficacité des bactéries de type PGPR, donc les bactéries rhizosphériques qui vont promouvoir la croissance des plantes, peut être impactée par la physico-chimie du sol et le microbiote. Alors, je voulais aussi vous montrer un autre élément qui est relativement important pour cette présentation, c'est le cycle de l'azote. Donc, il y a en fait plusieurs biostimulants microbiens qu'on trouve sur le marché qui vont cibler la nutrition azotée de la plante. Donc, partons de ce cycle de l'azote. Donc, le cycle de l'azote, il va comprendre différentes entrées. Si on regarde d'abord les voies naturelles, ben, on va avoir notamment la fixation symbiotique au niveau des nodules des légumineuses. On peut avoir également des entrées dans le système sol via évidemment la biomasse des résidus culturaux, ou bien via des matières organiques exogènes, qui sont des matières qui sont sorties du champ et qui vont y revenir sous forme, par exemple, d'effluents d'élevage ou encore de digestats de compost ou de digestats de biométhanisation. Dans le sol, on va trouver aussi naturellement des bactéries libres ou associatives qui vont également être capables de fixer de l'azote atmosphérique. Et donc, tout cet azote va se retrouver dans un pool d'azote organique. Celui-ci, en fait, sous l'action d'autres bactéries, il va se transformer en azote minéral. Il y aura une première étape qui est l'ammonification qui va mener à la production d'ammonium. Ensuite, une seconde étape qui est la nitrification, qui est la transformation de l'ammonium en nitrate. Évidemment, quand l'agriculteur vient réaliser un épandage d'azote minéral, ben, il apporte directement en fait, ces 2 formes d'azote ou éventuellement de l'urée dans le sol. Et à ce moment-là, ce qu'on espère, c'est qu'une majorité en fait, de l'azote disponible va être prélevée par la plante, sous forme d'ammonium ou de nitrate. Mais en cas de non-prélèvement, en fait, on va avoir des pertes. Donc, l'ammonium en conditions froides hivernales, eh bien, il peut se retrouver volatilisé en ammoniac, NH3. Les excès de nitrate, eux, peuvent être dénitrifiés, donc retransformés en gaz N2 ou N2O, N2O étant un gaz à effet de serre puissant, et ils peuvent évidemment, en cas de pluie, être perdus par lixiviation. Donc, il y a des produits en fait qui vont jouer à différents niveaux de ce cycle de l'azote. Par exemple, les produits comme le Blue N ou le Vixeran, eh bien, ce sont des bactéries libres ou associatives de type Azotobacter ou Azospirillum. C'est le rond à gauche. Par exemple, en culture de soja, il est assez fréquent d'enrober les semences avec des rhizobiums. Ça, c'est le cercle qu'on va retrouver au-dessus au niveau de la fixation symbiotique. Et puis des produits qu'on voit de plus en plus, ce sont les inhibiteurs de nitrification. Là, on se retrouve sur la flèche bleue du milieu. Donc, le principe étant que si on ralentit la nitrification, on va moins facilement perdre des nitrates parce que la forme ammoniacale est mieux retenue au niveau du sol. Et on pourrait encore citer en fait les champignons mycorhiziens, qui eux ne sont pas spécifiques au cycle de l'azote, mais qui en fait ont une réelle extension du système racinaire et qui vont contribuer à un meilleur prélèvement de l'azote, mais également d'autres nutriments comme le phosphore. Donc, pour terminer ce petit encart sur la vie du sol, ce que je voudrais souligner, c'est que sans vie, le sol ne fonctionne simplement pas. La vie du sol, elle est impliquée dans la plupart des processus. Par exemple, la formation du muscle.
l'incorporation de la matière organique, le recyclage des nutriments via la minéralisation, la fixation d'azote atmosphérique, on vient d'en parler, la solubilisation du phosphore. Le phosphore est très insoluble dans les sols et sans les agents microbiens, en fait, il y reste bloqué sur des oxydes de fer et d'aluminium ou au sein de minéraux. Il a un rôle de biocontrôle aussi. Elle a un rôle de biocontrôle également des maladies et de certains ravageurs. Les mycorhizes vont avoir un rôle clé dans le prélèvement d'eau et de nutriments. Et toute cette activité biologique va être essentielle pour la formation d'agrégats stables et de porosité. Donc, retenez une chose, c'est que la vie du sol, c'est vraiment le moteur du système et que cette vie du sol, il faut l'alimenter. Ce qui la nourrit, c'est la matière organique. Donc, la matière organique, c'est vraiment le carburant. Et donc, avant de rajouter des organismes, je pense qu'il est important de cultiver ceux qui sont en place. On peut résumer en fait les bonnes pratiques agronomiques pour favoriser la vie du sol à travers 4 grands principes qui sont les principes de la lutte intégrée. Donc tout d'abord, cette vie du sol, il faut la nourrir. Et le meilleur levier pour la nourrir, c'est de cultiver des plantes de manière la plus fréquente et permanente possible. Donc ça peut se faire en fermant en fait les cycles via les cultures intermédiaires. Ensuite, on peut compléter la nutrition de notre vie du sol par des apports exogènes, par exemple des effluents d'élevage, des composts, etc. Ce qui est important aussi, c'est de diversifier les niches écologiques et les sources de nourriture. Parce que si on a beaucoup de plantes cultivées, on va favoriser une diversité plus grande d'organismes. Et là, les leviers, c'est évidemment la longueur de la rotation, mais également les mélanges d'espèces dans les intercultures ou éventuellement l'utilisation de plantes compagnes ou de cultures associées. Évidemment, les excès de pulvérisation et de fertilisation sont à proscrire et sont généralement défavorables à la biodiversité. Elles vont plutôt favoriser des groupes d'organismes très opportunistes qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on veut voir se développer dans le sol. Et ensuite, aussi, éviter les perturbations mécaniques inutiles. Donc, ça paraît évident, mais là, ça peut passer par la réduction du travail du sol, mais aussi faire attention à éviter la compaction qui est très négative pour la vie du sol. Donc, en raisonnant ces conditions de passage, le poids de ces machines et l'usage de pneus basse pression. Voilà, j'en ai fini pour cette partie vie du sol et je vais passer maintenant à la première étude de cas en vous présentant les enseignements du projet Microsoil System. C'est un projet qui a été financé par le SPE-ARNE et qui rassemblait donc 2 universités, Jean Blou Agrobiotech et l'UC Louvain, et puis évidemment le CRA. Donc, l'objectif général du projet, c'était de travailler à élaborer des consortia microbiens, donc des assemblages en fait d'une bactérie et d'un champignon. La bactérie plutôt dans un rôle de biocontrôle et le champignon plutôt dans un rôle de biostimulation pour améliorer les performances culturales du froment d'hiver. Donc, je vais mettre en avant les actions du CRA que j'ai réalisées au cours de ce projet. Donc, la première, c'était d'identifier les d'identifier les principaux facteurs agronomiques favorables aux champignons mycorhiziens à arbuscules dans les sols de Wallonie. Et dans un deuxième temps, c'était de mener les essais au champ avec les biostimulants formulés par les universités. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit rappel sur le fonctionnement des champignons mycorhiziens. Donc, les champignons mycorhiziens dont on parle ici, ce sont les champignons mycorhiziens arbuscules qui colonisent en fait 80% des plantes vasculaires terrestres, dont la plupart de nos plantes cultivées. Donc, ce qu'il est très important de se rappeler, c'est que ce sont des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont entièrement dépendre de la plante pour se nourrir en carbone. Ce sont des champignons qui sont invisibles à l'œil nu en surface du sol parce qu'ils ne font pas de chapeau, ils ne font pas de carpophore. Donc, ces champignons, ils vont être très importants pour les cultures parce qu'ils vont agir comme une extension du système racinaire et ils vont permettre en fait d'explorer une porosité qui est inaccessible aux racines des plantes. Et en échange de sucre, ils vont rendre différents services à la culture. Ils vont prélever des nutriments, notamment le phosphore, l'azote et certains micronutriments. Ils vont améliorer le prélèvement d'eau et ils vont améliorer la résistance de la plante au stress biotique et abiotique.
Donc, via les réseaux DIF et la production de glycoprotéines de type glomaline, ils vont également améliorer la structure du sol. Donc, ce sont des organismes auxiliaires qui sont très importants à avoir dans nos sols. Donc, on a rarement l'occasion de les voir, ces champignons, donc j'avais envie de vous les montrer. Vous avez ici une illustration de structure de champignons mycorhiziens arbuscules observés au microscope dans des racines de froment divers du projet. Donc, vous voyez en fait des fils bleus et des structures bleues au sein du cortex d'une racine. En fait, ces champignons mycorhiziens arbuscules, ce sont des endomycorhizes, c'est-à-dire qu'une partie du champignon pénètre vraiment dans la racine et va échanger avec elle au niveau d'arbuscules, qui sont les espèces de petites masses floues, qui sont en fait des zones extrêmement ramifiées, où vont avoir lieu les échanges entre la plante et le champignon. Par exemple, la petite lettre B et la petite lettre C, ce sont des arbuscules que j'ai photographiés dans les racines de froment. Donc, ces mycorhizes vont déployer leurs DIF de manière linéaire ou en formant des pelotes dans l'espace intercellulaire des racines. Et elles peuvent stocker des graisses au niveau des vésicules, qui sont les petites boules bleues que vous voyez sur l'image de gauche. Donc, venons-en maintenant à nos deux objectifs du projet. Donc, je vous rappelle, le premier objectif, c'était d'identifier les facteurs agronomiques favorables ou défavorables aux mycorhizes. Donc, on sait évidemment déjà beaucoup de choses sur le sujet, mais l'objectif ici, c'était vraiment d'arriver à hiérarchiser ces facteurs à l'échelle d'un système de culture dans toute sa complexité. Et donc, pour atteindre cet objectif, on a constitué un réseau de 48 parcelles en ferme. C'était un réseau mixte bio-conventionnel qu'on a suivi au cours de la saison 2019-2020. Les parcelles ont été emblavées en froment à l'automne 2019. Et dans ces parcelles, on a mesuré les taux de mycorhisation des racines à deux stades, donc le stade tallage et le stade floraison. On voulait également réaliser des analyses de diversité, mais là, on a eu des problèmes techniques et on a une faible confiance dans les résultats, donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Et ensuite, avec ces résultats, on a essayé de faire le lien entre mycorhisation et historique culturel et conditions de sol. Alors, quels ont été les grands résultats en fait de ce travail en ferme? Le premier enseignement, c'est qu'au stade tallage, en mars, donc en sortie d'hiver, la mycorhisation était nulle. Ça peut s'expliquer par le fait que le sol est froid à cette période. Et également, quand le froment commence à se développer pendant le mois de novembre, le sol, en fait, généralement, est en train de passer en dessous de la température pivot de 10 degrés. Et donc, en dessous de cette température, la mycorhize ne va pas se développer. Donc, la mycorhisation, elle va vraiment se réaliser au printemps, quand le sol va se réchauffer. Ça a des implications évidemment sur l'usage de biostimulants et je vais revenir après dessus. Ensuite, au deuxième stade, donc à la floraison, début juin, les taux de mycorhisation, ils oscillaient entre 0,2 et 40%. Toutes les cultures avaient mycorhisé, mais avec quand même des gammes de mycorhisation qui changeaient du tout au tout. Des mycorhisations pratiquement nulles à des mycorhisations très élevées. Étonnamment, on n'a pas trouvé d'effet significatif du travail du sol sur le jeu de données, ni du contenu en nutriments disponibles. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que 9 des 10 parcelles les plus mycorhisées étaient cultivées en bio, et que parmi les fermes en bio, eh bien, c'était les parcelles en polyculture élevage qui ressortaient vraiment du lot. Donc ça, c'est ce qui est illustré sur le graphe. Vous avez sur l'axe vertical des taux de mycorhisation, à gauche pour les bio, à droite pour les conventionnels, et en bleu, vous avez les parcelles en polyculture élevage, et en rouge, les parcelles en grande culture. Et on voit que le groupe qui ressort vraiment, ce sont les bio en polyculture élevage. Donc, j'ai expliqué cela en faisant le lien en fait avec le précédent cultural. En fait, il y a deux cultures qui sont particulièrement améliorantes pour les mycorhizes, c'est le maïs et la prairie temporaire. Et puis, on va également avoir des cultures affaiblissantes. Ce sont les cultures qui ne mycorhizent pas, parce qu'il y en a en fait dans nos rotations. Et c'est essentiellement la betterave et le colza. Donc, en fait, en comprenant le cycle végétatif, on comprend beaucoup mieux ces résultats. Donc, pourquoi la succession culturelle est si importante? Eh bien, une des raisons, c'est que la mycorhize ne se développe que lorsque le sol est suffisamment chaud. C'est-à-dire qu'au-dessus de 10 degrés Celsius,
notre mycorhize va se développer, mais pas avant. Et donc, sur la slide ici, qui est peut-être un peu compliqué, je vous invite à regarder le graphe en dessous. Vous avez en fait les températures de sol qui sont exprimées pour 2 années calendaires complètes. Et vous avez la ligne rouge qui représente le seuil de 10 degrés Celsius. Alors, ce qu'on peut observer, en fait, c'est que c'est entre fin avril et fin octobre que le sol va être suffisamment chaud pour que la mycorhize puisse réellement se développer. Si une plante est mycorhizée avant la période hivernale, eh bien, elle va simplement arrêter de croître ou végéter en attendant que le sol se réchauffe à nouveau. Mais par contre, si la plante n'est pas mycorhizée avant l'hiver, eh bien là, la mycorhize, les propagules vont devoir se mettre en dormance et on va avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé quand une plante va être semée à nouveau et que la mycorhize va pouvoir redevenir active. Donc, si on comprend ça, on comprend assez bien pourquoi la prairie temporaire a un effet très positif. Une prairie temporaire en bio, c'est un mélange de graminées et de légumineuses, généralement, qu'on va laisser en place de manière permanente pendant 2 à 3 ans. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, on ne chipote pas au sol et les populations de mycorhizes vont vraiment se régénérer. Et donc, si on détruit une prairie pour installer un froment d'hiver, le froment d'hiver va avoir un excellent potentiel de mycorhization. Donc, pour le maïs, c'est un petit peu différent parce que c'est une culture annuelle, mais si on regarde en fait son cycle cultural, vous voyez les petites cases avec les lettres, c'est janvier, février, mars, avril. Vous avez vraiment le cycle calendaire avec chaque case qui représente un mois. En fait, le maïs, il est intéressant parce qu'il va en fait être en végétation sur toute la période qui est la plus utile au développement des mycorhizes, qui court en fait de mi-avril à fin octobre. Et donc, quand on a un enchaînement maïs en silage froment d'hiver, eh bien, la culture de froment va aussi avoir un bon potentiel de mycorhization. Bien meilleur, par exemple, que si on a une céréale avant le froment, sans implantation d'interculture courte entre les deux cultures, parce qu'en fait, la céréale a beau avoir un cycle de 9 mois d'enracinement, en fait, il n'y en a que 2,5-3 qui sont utiles en fait au développement de la mycorhize. Donc, dès fin juin, elle entre en sénescence et elle ne peut plus alimenter les mycorhizes. Donc, pour les plantes qui sont non mycorhizogènes, donc essentiellement la betterave et le colza pour les grandes cultures. Donc, en fait, les plantes des familles des Chenopodiacées, des crucifères ne mycorhizent pas bien. Et vous voyez qu'un colza, en fait, cultivé en pur, c'est un cycle très long, sans possibilité pour les mycorhizes de s'installer avec la plante. Pour la betterave, le cycle est un petit peu plus court, mais ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que si la betterave est précédée d'une interculture, par exemple de moutarde ou de moutarde en mélange avec de la facélie, facélie c'est une autre famille de plantes qui ne mycorhizent pas bien, là on a une période extrêmement longue en fait, sans plantes à coloniser pour les mycorhizes. Et ça, ce sont en fait les éléments qui sont les plus affaiblissants pour les populations, d'après nos résultats en tout cas. Donc, dans ces cas-là, en fait, une bonne solution, c'est d'utiliser des plantes qui mycorhizent bien, donc par exemple les légumineuses, soit dans les intercultures ou bien en plantes compagnes, et alors elles vont jouer un rôle de relais pour les mycorhizes. Donc, deuxième action du projet, on a testé au champ les consortia microbiens formulés par les partenaires universitaires. On a mis en place 5 essais avec l'aide de l'équipe de l'OBEV. Donc, un essai en bio à Assès, un essai à Jamblou, en bio également, un essai à Terouagne en agriculture de conservation, et puis 2 essais en conventionnel à Torrembay. Donc, dans ces essais, on a testé 4 traitements formulés en enrobage de semences. Donc, vous avez les semences enrobées avec du kaolin et de la maltodextrine qui apparaissent au milieu de la photo. On avait évidemment un traitement de témoin, puis un traitement avec le champignon mycorhizien seul, et ensuite ce même champignon mycorhizien associé à une bactérie, Bacillus, ou bien à des lipopeptides qui sont en fait des métabolites qui vont contrôler certains champignons du sol. Donc ces essais ont été semés en 4 répétitions à chaque fois, et pour chaque essai, on a mesuré les paramètres suivants: les caractéristiques du sol,
le potentiel mycorhizogène de la parcelle. Donc, au départ, avant implantation du froment, est-ce qu'il y a beaucoup de propagules de mycorhizes présents? Puis on a suivi en fait les taux de mycorhisation des racines du froment avant de travailler sur les rendements et les paramètres de qualité du grain. Alors, qu'est-ce que cet essai nous a appris? Eh bien, vous avez sur le graphe les rendements en grains ramenés à 15% d'humidité et vous avez les différents essais qui se trouvent en abscisse et puis les traitements qui se trouvent en couleur. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, il y a un effet site important, qui est logique vu qu'on avait des sites en bio, mais par contre, il n'y a aucun effet des traitements. Les résultats n'étaient vraiment pas significatifs au niveau des traitements. Donc, pour les paramètres de qualité du grain, c'était exactement pareil, et pour les taux de mycorhisation, les conclusions étaient exactement pareilles. C'est-à-dire qu'on avait un gros effet site, mais une absence d'effet des traitements. En fait, on a cherché des explications et on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de survie nul des mycorhizes qu'on avait mis dans le sol. Elles n'avaient pas survécu à l'enrobage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de survie très faible de la bactérie dans l'enrobage. On avait perdu plus de 99% à l'enrobage et encore 30% de ce qui restait au séchage. Donc voilà, une expérience voilà, assez malheureuse au niveau de l'effet de biostimulation, mais ce qui est interpellant, c'est qu'en fait, ces problèmes de viabilité dans les formulations, ce sont des problèmes assez récurrents avec les produits mycorhiziens. Et j'en veux pour preuve, en fait, des études récentes sur le sujet que j'ai été consulté grâce à ma collègue Marilyn Calonne de l'Université catholique de Louvain, que je remercie au passage si elle m'entend. Il y a différentes études récentes, en fait, qui montrent que c'est un problème qui a lieu même quand on utilise des produits commerciaux. Donc, je vous lis ici le titre d'un article de 2025. Une évaluation de 23 inoculants mycorhiziens commercialisés révèle une viabilité limitée des champignons, une contamination par des pathogènes et même parfois un effet microbien négatif sur la croissance. Un autre exemple ici, de 2022, dans un sol stérilisé, 84% des inoculants mycorhiziens n'ont pas conduit à une colonisation des racines par les mycorhizes, ce qui démontre que ces produits ne contenaient pas de propagules viables. Donc, c'est un secteur où on a des choses très prometteuses qu'on peut faire en conditions contrôlées. Et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à combler le fossé entre le laboratoire et le champ. Et en fait, pour parvenir à améliorer la qualité de ces produits, en tout cas ceux qui n'ont pas d'agrément CE et donc qui ne suivent pas de processus de conformité, c'est qu'on puisse en fait finalement donner à l'agriculteur des garanties de qualité des produits, donc en travaillant sur la conformité des produits. Donc ça passerait par exemple par un contrôle de la pureté des produits, de la concentration en principe actif qu'ils contiennent, et également évidemment de la viabilité des organismes. Et c'est en fait exactement ce qui est visé dans le projet BACAIDI de mes collègues Mathieu Delitte et Benjamin Dubois. Donc, on a pour objectif d'utiliser en fait les outils de biologie moléculaire et particulièrement le séquençage au débit pour vérifier la conformité de produits à base de micro-organismes utilisés comme agents de biocontrôle en Belgique. Donc, malgré l'échec des essais de biostimulation, on a quand même appris des choses très intéressantes en plus à travers ces essais, et ce, à travers les deux paramètres de mycorhisation qu'on avait mesurés. Donc, le premier paramètre mesuré, c'était le MPN. Donc ça, c'est le potentiel mycorhizogène du sol. Le nombre de propagules en fait, de champignons qu'on va retrouver dans le sol avant d'installer la culture. Et puis, on a mesuré le taux de colonisation des racines par les mycorhizes. Donc ça, c'est vraiment une mesure de l'intensité de la symbiose. Ce qu'on constate sur le graphe, en fait, c'est que les deux indicateurs sont décorrélés. Ils ne disent pas du tout la même chose. Donc, en rouge, vous avez le site en agriculture de conservation qui avait un haut potentiel mycorhizogène. Vous voyez que ce n'est pas du tout celui qui a le plus mycorhizé. Ça, c'est le site d'ACES en bio qui a montré le plus de mycorhisation. Donc, comment expliquer ça? Bien, en fait, si on fait le lien entre le taux de mycorhisation et la quantité d'azote disponible à la culture, donc le graphe de gauche, eh bien, on observe une relation inverse. Donc, le taux de mycorhisation diminue avec la quantité d'azote disponible à la culture. Donc, quelque part,
le potentiel mycorhizogène, c'est le carnet d'adresses de techniciens compétents. Et le taux de mycorhization, c'est le contrat d'assurance que la plante va prendre. Elle va donner un peu de sucre pour pouvoir en fait s'assurer une meilleure résilience face à des stress. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que en fait, la plante, s'il lui manque quelque chose, et en l'occurrence des nutriments, notamment de l'azote, elle va investir plus de sucre pour mieux explorer le sol et aller prélever plus de cet azote. Mais donc, c'est absolument important à comprendre parce que quand en fait les services proposés par la mycorhize sont remplacés par la phytotechnie, eh bien, il est assez logique que la plante investisse moins dans la symbiose. Mais donc, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que la mycorhize, c'est avant tout une assurance. C'est un facteur de résilience et c'est pas toujours facile de faire le lien avec le rendement parce que si la plante investit dans la symbiose, c'est peut-être justement qu'elle fait face à un stress. Et donc, c'est en condition de stress que cette symbiose va pouvoir avoir des effets bénéfiques qui peuvent se traduire en gain de rendement. Et donc, voilà un peu une synthèse. Brieux, je me permets de te couper simplement pour te dire qu'il est 13h47. Oui, je vais conclure. Et donc, simplement, pour synthétiser, donc les enjeux de recherche et de développement, il y a la conformité des produits, la stabilité et la répétabilité des résultats, la difficulté de transposer les résultats du laboratoire vers le champ, la difficulté des interactions avec le sol et le microbiote indigène, les contraintes climatiques et météorologiques, donc le froid hivernal qui peuvent être une difficulté quand on travaille avec des cultures d'hiver, le fait que les produits sont très techniques et nécessitent de bonnes conditions d'application, et qu'en fait, pour bien utiliser ce type de produit, il faut sans doute quitter la logique purement curative propre aux produits phytosanitaires, mais aller plutôt vers des solutions systémiques pour aller vers plus de résilience. Et je voulais terminer par vous montrer, donc très brièvement, un inventaire que j'ai réalisé. Donc, j'ai contacté en fait la plupart des acteurs de l'encadrement à l'échelle wallonne, en tout cas ceux qui gravitent autour des grandes cultures. Il y a notamment le CEPICOP, le CARA, des collègues du CRA. J'ai aussi des références en maraîchage, le CPLVGMAR, l'IRBAB, Fourrage Mieux, qui en fait se posent exactement les mêmes questions que nous aujourd'hui et qui ont un historique généralement assez court, mais quelques références sur pas mal de produits biostimulants et de biocontrôle qui sont déjà commercialisés. Je vous invite à les contacter si vous voulez des références spécifiques à certaines cultures concernant ces produits. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que parfois, il y a des très bons résultats. Par exemple, en maraîchage, des produits qui améliorent la rétention d'eau, qui, en cas de sécheresse, ont montré des résultats très impressionnants. On a aussi des résultats assez prometteurs, par exemple en céréales. Mais souvent, les effets sont neutres à légèrement positifs, mais non significatifs et permettent difficilement de couvrir les coûts. Donc, un enjeu au-dessus de tout ça, c'est d'assurer la rentabilité, en fait, lorsqu'on utilise ces produits. Et je vais terminer, donc, quand même, par un message très positif. C'est quand même pour vous dire qu'il y a des très bons produits qui existent. Et par exemple, au CRA, on a un essai longue durée, en fait, qui est un essai de travail du sol avec 4 modalités de travail du sol croisé avec un amendement minéral basique qui est le TMS. En fait, ce produit est appliqué depuis une vingtaine d'années sur cet essai longue durée. Et ce qu'on peut observer, en fait, donc, sur les deux cultures de l'essai, donc la betterave et le froment d'hiver, c'est que pendant de nombreuses années, les effets, on en voyait sur le sol, sur la structure, sur les populations microbiennes, mais pas nécessairement sur les rendements. Et en fait, avec le temps, et avec des années parfois qui sont plus stressantes, on a eu 2024 avec énormément d'humidité, ce produit en fait a permis d'avoir des hausses de rendement vraiment intéressantes. Et donc ça illustre bien la problématique, c'est que il faut parfois en fait avoir les conditions qui permettent de mettre en lumière les bienfaits de ce type de produit. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe. Oui, merci beaucoup Brieux. Et donc Monsieur Jacques, si vous avez la main pour partager votre écran. Merci. Je vais
démarrer rapidement. Nous sommes un peu en retard. Donc, ok. Si tout à l'heure, c'est pas mis sur la première diapositive ici. Je remonte rapidement. Voilà. C'est vrai que bonjour à toutes et à tous et merci au SPW de m'avoir donné l'opportunité de venir un peu présenter quelques résultats aussi de différentes expérimentations, mais aussi un peu la philosophie de cette initiative d'innovation stratégique DG Biocontrol, qui s'inscrit un peu dans les constats que Brieux vient de faire, quoi, à savoir que il y a toute une série de produits qui sont en cours de développement dans nos universités, dans nos centres de recherche, qui sont transférés au sein d'une série d'entreprises. Et vous verrez que la région wallonne n'est pas en reste en termes de quantité d'entreprises qui se consacrent à cette thématique, mais avec aussi la difficulté que ces produits ne sont pas encore toujours satisfaisants dans leur efficacité, dépendent beaucoup à la fois de l'environnement dans lequel ils vont être appliqués et aussi des conditions climatiques. Et donc, vous verrez que l'initiative d'innovation stratégique DigiBiocontrol, c'est un peu l'idée d'essayer de répondre à ces difficultés, quoi. Alors moi, j'ai repris effectivement rapidement dans cette diapositive les 4 grandes catégories de produits biocontrôle. Euh, Brieux l'a dit tout à l'heure, on n'a pas une définition établie. Il faut savoir que la commission y travaille beaucoup. Il y a un objectif que dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, une définition enfin aboutisse. Et d'ailleurs, il y a pas mal de groupes de pression aujourd'hui qui veulent moduler cette définition pour que ça leur permette de faire rentrer un certain nombre de produits dans la définition en question. Mais comme vous voyez là-bas, on a des macro-organismes, des micro-organismes, des substances naturelles, des médiateurs chimiques. Et comme on est au niveau du sol aujourd'hui, ben, on restera essentiellement sur les micro-organismes, plus quelques éléments dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, finalement, on n'a pas tellement parlé des stress abiotiques, mais bon, les biostimulants sont aussi là pour aider la plante à résister à un certain nombre de stress abiotiques que vous retrouvez sur la diapositive qui est là. Moi, je vais évidemment plutôt vous parler des stress biotiques et tous ces nuisibles, en fait, nématodes, adventices, micro-organismes pathogènes qui peuvent modifier les rendements des cultures, attaquer la plante et l'empêcher de se développer dans un environnement, enfin, de façon optimale. Avec l'idée que, bah, comme vous le savez très bien, hein, on a réussi à lutter contre tous ces stress biotiques pendant des années grâce à des pesticides de synthèse, mais aujourd'hui on est conscient qu'il faut en réduire l'utilisation pour des raisons environnementales, mais aussi même pour la santé des agriculteurs, quoi. Et donc, il y a bien sûr adapter les pratiques culturelles et Brieux nous a montré quelques exemples intéressants, quoi, et développer et utiliser les biosolutions. Pour moi, il n'y a pas une bonne solution parmi ces deux, hein. Je crois qu'il faut exploiter au mieux tout ce que la nature nous donne d'un côté et tout ce qu'on peut améliorer dans les pratiques culturelles pour réussir à endiguer en fait l'utilisation de ces pesticides de synthèse. Ce que je voulais d'abord vous montrer, c'est un peu à la fois le temps que ça peut prendre et l'argent que ça peut prendre de réussir à mettre un produit de biocontrôle sur le marché et particulièrement en Europe. Là, je vous ai mis une carte qui vient de IBMA. IBMA, c'est l'association des entreprises qui développent des produits de biocontrôle. Et vous voyez que si on regarde un peu les durées des processus régulatoires, donc des dossiers d'homologation, on est en Europe avec une durée qui est clairement en moyenne 2 à 3 fois plus élevée que dans toute une série d'autres pays, quoi. Ça, c'est une grosse difficulté qu'on rencontre aujourd'hui pour essayer de faire progresser ces produits sur le marché. Et je ne vous cache pas que c'est encore plus compliqué depuis qu'on a le Brexit, parce que, en fait, un certain nombre de substances étaient évaluées par nos collègues d'Angleterre. Et après le Brexit, évidemment, ce n'est plus le cas. Donc, toute une série de dossiers ont dû retomber sur des pays européens. Et là, aujourd'hui, les agences responsables de ces évaluations sont complètement débordées, ce qui fait que même si on essaie de respecter la règle de base, de toute façon, quand vous demandez un simple rendez-vous pour démarrer votre process, on vous laisse 6 mois, un an et demi dans la vue. Donc là, il y a une vraie grosse difficulté liée à la durée.
lié au coût aussi, parce que le coût de ces opérations sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros pour une substance active dans une application, hein, donc c'est-à-dire une culture, une maladie. Et donc, ça fait des coûts énormes qui, aujourd'hui, freinent énormément le développement. Euh, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau de la Commission européenne pour essayer de convaincre les États membres d'accélérer le process pour qu'on puisse quelque part avoir un peu plus rapidement accès à ces solutions. Donc je reviens à cette définition de biocontrôle et les quatre grandes catégories pour vous dire que aujourd'hui je vais parler en fait finalement des micro-organismes principalement, euh, mais on a aussi un certain nombre de produits qui sont des substances naturelles sur lesquelles je reviendrai un tout petit peu. J'ai vu que dans certaines diapositives de Brieux, elles apparaissaient à certains moments, quoi. Mais si vous allez regarder sur ce fameux site PhytoWeb dont on parlait tout à l'heure, où on retrouve donc tous les produits phytosanitaires disponibles en Belgique, voilà un exemple de certains des produits de biocontrôle que l'on peut retrouver, tous fongicides ici, font appel à soit des bactéries comme Pseudomonas, Bacillus subtilis et Bacillus amélioliquefaciens, ou comment dirais-je, des champignons comme Trichoderma aspergillum ou Atroviridés. On l'a vu avec les travaux de Brieux, c'est quand même pas simple d'imaginer qu'un micro-organisme extérieur, comme ça, exogène à un sol, va pouvoir s'imposer dans un environnement où il y a déjà un microbiote bien équilibré qui est présent. Et mon avis aujourd'hui, c'est que bon, ces micro-organismes sont développés déjà depuis un certain nombre d'années, d'abord comme biostimulants et puis un certain nombre plutôt comme agents de biocontrôle. Euh, les résultats restent un peu mitigés. C'est pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans un certain nombre de situations. Mais pour l'agriculteur, évidemment, lui, il préférait que ça fonctionne dans toutes les situations, quoi. Et donc, il y a un peu cette difficulté à garantir que le produit va fonctionner. Et pour moi, un élément qui peut évoluer dans les années à venir par rapport à cette logique de micro-organismes, c'est essayer autant que possible d'avoir des consortia, donc d'avoir des ensembles de micro-organismes qui ont des activités différentes, complémentaires, et aussi qui peuvent s'adapter de façon complémentaire à différentes rhizosphères et leur microbiote, pour peut-être dans le mélange, avoir finalement un micro-organisme qui va émerger et qui va protéger la plante contre les maladies. Et je voulais vous montrer un exemple d'étude qui a été faite dans notre laboratoire où en fait, vous voyez ici sur cette diapositive, en fait une combinaison de bactéries de l'espèce Bacillus velezensis avec les hyphes d'un champignon qui est Trichoderma. Et en fait, cette image-là, on n'aurait jamais dû la voir en réalité, parce que le bacillus produit des substances antifongiques contre les champignons, donc il détruit le trichoderma. Et en fait, on a pu déterminer qu'il était possible de faire une espèce de mutualisme, si vous voulez, ou de commensalisme entre les deux micro-organismes, c'est-à-dire mettre les deux micro-organismes dans des conditions où en fait le trichoderma se développe sans que le bacillus soit capable de le faire, parce qu'on lui donne du nitrate comme source d'azote et que le bacillus n'est pas capable de l'utiliser. Et ensuite que le trichoderma se met à produire des substances azotées différentes du nitrate qui permet la croissance du bacillus, lequel bacillus en retour, si vous voulez, évite de produire des concentrations trop élevées de ces molécules antifongiques. Et donc on a là un événement, si vous voulez, d'interaction entre micro-organismes très positif. Et c'est intéressant d'avoir ces deux micro-organismes ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain nombre d'activités, de modes d'action assez larges, hein, qu'on a essayé de rassembler dans cette diapositive. Le trichoderma, par exemple, il produit des substances antimicrobiennes dirigées directement contre les champignons phytopathogènes. Il a une capacité, si vous voulez, de compétition assez importante dans l'environnement de la rhizosphère. Contrairement au bacillus, il est aussi capable de faire du mycoparasitisme, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur d'un champignon et de le parasiter et donc de le tuer à terme. Et enfin, il est aussi capable d'induire ce qu'on appelle la résistance systémique des plantes. C'est donc un mécanisme là où en fait le trichoderma va envoyer des messages à la plante
qui elle-même va réagir à ces messages et développer elle-même ces mécanismes de défense contre les champignons phytopathogènes. Et cette logique de mécanisme d'induction de résistance, on a quelques produits ici en Wallonie, qui est notamment le Kosoga, qui est développé par la société Phytophène, qui répond un peu à ces critères, quoi. Du côté de Bacillus, on est avec des molécules connues, décrites depuis de nombreuses années, qu'on appelle des lipopeptides et dont on a un peu parlé dans la présentation précédente. Et ces molécules, on a pu démontrer qu'elles servaient à coloniser, à aider à la colonisation de la rhizosphère par la bactérie, qu'elles avaient des activités antifongiques ou antibactériennes, et qu'elles étaient elles-mêmes aussi capables d'induire les mécanismes de résistance des plantes. Donc, dans les deux exemples que je vais vous montrer rapidement, le premier, on est parti sur l'idée, OK, on a vu comment Trichoderma et Bacillus pouvaient se développer ensemble en présence de nitrates. Est-ce qu'on peut exploiter cette propriété, trouver in vitro dans un laboratoire, pour en faire une application en termes, par exemple, de formulation? Et vous avez ici un exemple où on a en fait traité des salades contre le rhizotonia avec différentes solutions, hein, soit du nitrate seul, soit les souches seules, soit les produits par deux, soit les produits tous ensemble, donc le trichoderma, le bacillus et le nitrate. Et on voit qu'effectivement, ce mélange est celui qui a le meilleur effet pour réduire la maladie sur la salade. Ça, c'est le premier point, si vous voulez. C'est cette idée que probablement les produits de biocontrôle vont passer de produits composés simplement d'un micro-organisme à des produits à terme peut-être qui sont des consortia ou des mélanges. Mais je ne vous cache pas qu'il y a une grosse difficulté réglementaire, c'est que mélanger deux souches comme Bacillus et Trichoderma aujourd'hui pour en faire un produit de biocontrôle nécessite de faire deux dossiers, donc double le prix de l'homologation, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui par les sociétés qui veulent développer ça en Europe. Mais si vous allez au Brésil, par exemple, vous pouvez proposer directement un produit qui est une combinaison des deux micro-organismes. Alors, je disais tout à l'heure qu'on est un peu, je dirais, je ne vais pas dire embêté, mais enfin, on a cette reproductibilité qui est difficile, on a ces coûts qui sont élevés. On est parti dans DigiBiocontrol avec l'idée qu'en dehors du fait qu'on peut améliorer les produits eux-mêmes, on peut peut-être essayer d'aller rechercher du côté des solutions numériques, des solutions justement pour essayer de booster l'utilisation des produits de biocontrôle. Avec l'idée, si vous voulez, qu'on aimerait bien que ces produits numériques nous aident à délivrer la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Bonne dose, bon endroit, ça signifie qu'on réduit la quantité et malheureusement un certain nombre de produits biologiques sont encore plus chers que les produits de pesticides de synthèse, donc ça réduirait le coût. Le bon moment, c'est être là au moment où la maladie risque de se déclarer, quoi, et donc tenir compte d'un certain nombre, je dirais, d'informations dans par exemple, des OAD pour pouvoir délivrer le produit au bon moment. Et donc, on a rassemblé dans un réseau, si vous voulez. On essaie de les avoir tous, hein. Donc, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui fait pas partie de DigiBiocontrol et qui pense qu'il devrait y être, qui n'hésite pas à nous contacter parce qu'on a rassemblé tout le monde normalement. On a rassemblé 37 entreprises. C'est quand même extraordinaire sur une petite région comme la Wallonie de voir qu'il y a 37 entreprises qui développent des produits de biocontrôle ou du numérique appliqué au biocontrôle. On a toutes les universités, on a un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur et acteurs de la formation qui sont dans le domaine, on a des centres de recherche et des ASBL. On a pour l'instant 2 fédérations d'agriculteurs, mais d'autres nous rejoignent progressivement. Et on a un certain nombre de partenaires qui représentent l'écosystème. Et si vous regardez sur la droite, vous voyez que notre objectif, si vous voulez, c'est un peu la chaîne de valeur, si vous voulez, du développement de produits de biocontrôle. On essaye de voir dans quelle mesure le numérique peut nous aider à faire un screening des meilleurs produits au démarrage sans consommer trop de temps de recherche, quoi, à mettre en place et contrôler le prototype de production, le procédé de production, et puis surtout à nous aider dans les usages avec un certain nombre de capteurs, de robots, d'outils d'aide à la décision pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces biosolutions. Ça peut marcher aussi bien avec je dirais les produits de biostimulants que les produits de biocontrôle.
Je ne vais pas rentrer dans le détail un peu de tout ce que propose l'IS. Sachez qu'on travaille sur la création d'entreprises ou booster les entreprises. On travaille sur la recherche en amont et essayer de développer au maximum cette recherche, quoi. On travaille sur la mise en place de plateformes expérimentales. On travaille sur la formation avec des partenaires comme le Forum et l'IFA PME. Et voici un simple exemple d'un projet pardon, qui a démarré, un portefeuille de projet qui a démarré au 1er juillet 2024 et qui montre un peu le type de projet que l'on peut booster grâce à DigiBiocontrol. C'est un projet qui rassemble 43 partenaires. Vous voyez qu'il y a un budget de 14 millions d'euros. C'est un projet interreg, donc transfrontalier, dans lequel en fait vous avez un certain nombre de partenaires qui développent de nouveaux biofongicides et biostimulants basés essentiellement sur des biomolécules, qui développe de nouveaux bioinsecticides, qui développe de nouveaux outils numériques. Tout ça est combiné dans des essais en serre et au champ pour obtenir une efficacité optimale. On a aussi un projet qui est plus dédié au lin et on a aussi de la formation et de la création d'entreprises dans un portefeuille de projets comme celui-là. Ça, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec IFAP. Mais je termine simplement par cette diapositive pour vous montrer la richesse que l'on a en Wallonie de sociétés qui développent, vous voyez, des biofongicides, des bioinsecticides, des biostimulants, des éliciteurs ou des bioherbicides, qui montrent à quel point, en fait, on couvre avec ces sociétés l'ensemble des problématiques qui peuvent se rencontrer en agriculture, avec des solutions qui sont évidemment certaines déjà présentes, hein, je parlais du Kosoga avec Phytophène, ou sont en développement pour un certain nombre d'autres. Et l'idéal serait qu'on puisse booster en fait ce développement pour que le plus rapidement possible, on puisse avoir accès à ces produits. Je pense que c'est la dernière diapositive. Oui, voilà un peu les contacts. Mon collègue Jean-Yves Parfait, qui est responsable des aspects numériques chez Multitel, et mes deux collègues Emma Dutillois et Laure Detienne, qui sont les coordinatrices de l'IS. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Avant de passer aux questions qui vous concernent, il y a une remarque de Clément Nieus qui dit que le produit Gaia-Sol de Made in Bio contient à la fois du bacillus et du trichoderma. C'est tout à fait exact, sauf que c'est pas du Bacillus velezensis, producteur de lipopeptides, donc ça c'est un peu la différence, quoi. Et donc ce bacillus-là est un peu moins efficace pour la lutte biologique que le Bacillus velezensis. Et ça c'est toute la nuance en fait, quoi. C'est qu'on peut effectivement mettre des bacillus avec des trichodermas, mais pas ceux qui produisent les molécules les plus antifongiques et qui sont donc les plus efficaces comme agent de biocontrôle, quoi. Oui, peut-être encore des réflexions pour vous, Monsieur Jacques. Est-ce que vous avez un peu une idée au niveau européen de combien justement de produits de biocontrôle sont actuellement sur le marché ou justement en cours d'homologation, étant donné qu'il y a un certain temps pour c'est entre 5 et 10 ans homologuer ces produits? Oui, il y a un boost incroyable, hein. Donc, on est, à mon avis, sur plusieurs dizaines de produits qui sont en cours d'homologation un peu dans toute une série de pays, quoi. Je me rappelle d'une intervention il y a quelques années d'un de mes collègues qui montrait qu'on en avait à l'échelle européenne une 25 et il y en avait 250 aux États-Unis. Déjà, ça montrait un peu à quel point le frein je dirais, de l'homologation réduit le nombre de produits qui sont à leur disposition. Mais là, franchement, ça augmente avec toute la problématique du délai qu'il va falloir avoir pour les avoir, quoi. Il faut se rendre compte que les entreprises, elles doivent tenir le coup pendant ce délai-là, hein. Elles ne rendent pas d'argent, donc non seulement elles doivent payer très cher le dossier d'homologation, mais comme elles ne vendent rien, elles doivent tenir le coup avec le personnel qui continue à faire de la recherche et du développement, quoi. Donc c'est doublement pénalisant, je pense, quoi. Oui. Justement, comment voyez-vous un peu le futur par rapport, en guise de conclusion, parce que je sais bien que vous êtes un peu pressé dans le temps, par rapport au développement de ces produits biocontrôle? Donc on a le secret espoir que à terme, l'Europe accepte le principe qu'on fait toutes les études de tox et cotox sur le produit pour le dossier d'homologation, ça c'est normal.
qu'on reçoit alors une homologation provisoire qui permet de donner accès plus rapidement aux produits aux agriculteurs et que celle-ci est confirmée lorsque l'efficacité du produit a été complètement validée pendant plusieurs années. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Europe demande une validation sous 3 latitudes pendant 3 années successives avant d'accepter que le produit soit mis sur le marché. Alors, c'est peut-être un principe de précaution important. Mais en même temps, il faut qu'on avance, quoi. Et donc, cette idée d'avoir une situation un peu intermédiaire, comme elle existe aux États-Unis, en réalité, quoi, je pense, nous permettrait peut-être d'avancer un peu plus vite sur la mise à disposition des produits pour nos agriculteurs. Oui, après, en faisant le lien avec ce que Brieux a présenté et la richesse justement et la biodiversité du sol, peut-être il y a un risque quand on introduit voilà, une espèce par rapport à celles qui sont déjà existantes dans les sols et la diversité aussi des espèces présentes dans les sols qui seront appliqués. C'est une bonne question, ça. Et franchement, je crois que le problème est plutôt le contraire. C'est difficile d'implanter un micro-organisme exogène dans un sol. Plutôt que de croire qu'il va commencer à dominer l'équilibre extrêmement savant qui s'est installé entre les micro-organismes qui sont présents et craindre qu'en fait, finalement, on va avoir une espèce d'uniformité et absence de biodiversité dans les sols. Moi, honnêtement, j'y crois pas. On voit les micro-organismes disparaître assez rapidement quand ils sont pas du tout acceptés dans le dispositif. Et quand ils sont acceptés dans le dispositif, ils sont un partenaire parmi d'autres, hein. Il y a des centaines d'espèces différentes dans les microbiotes, voire des milliers, quoi. Donc, c'est pas aussi simple. Enfin, c'est pas une crainte pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est pas une crainte, quoi. Ok, ben en tout cas, un grand merci pour votre intervention et votre partage. Je ne sais pas si Pierre, tu as une question orale, sinon on peut vous libérer puisque vous avez une autre réunion à cette heure-ci. Merci. Et alors, je propose de passer aux questions avec Brieux. Est-ce que c'est une caricature, Monsieur Philippe, de dire que tous ces produits vont agir plus rapidement lorsque l'état du sol est, pour le dire rapidement, est mauvais que lorsque l'état du sol est déjà correct? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un danger d'avoir des risques plus grands, d'avoir recours à des produits non complètement testés, puisqu'on peut imaginer que, évidemment, ce n'est pas ceux qui sont dans des sols qui fonctionnent bien qui vont avoir recours en premier lieu, peut-être les autres. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque? Est-ce que je dis une caricature, probablement, ou est-ce qu'il y a vraiment un risque? Non, non, mais vous l'avez bien vu dans l'exemple que Brieux donnait. Quand on élimine évidemment toute la microflore, on voit des effets qu'on ne voit pas quand la microflore est présente, quoi. Donc, mais je ne le vois pas comme un danger, moi, en fait. Je le vois plutôt. Enfin, le danger, je ne le Une vois pas comme opportunité. ça. Le danger, je le vois, si vous voulez, dans l'idée que il faut quand même que quand on apporte à nos agriculteurs des produits qui n'ont pas encore été validés pendant des années avant on leur donne, je dirais, l'homologation définitive, quoi, il faut quand même qu'on leur apporte pas n'importe quoi, parce que à ce moment-là, on va décourager les agriculteurs de tester des nouveaux produits et on va donner, entre guillemets, une mauvaise réputation à ces produits qui est justement ce qu'il faut éviter, quoi. Donc pour moi, le danger, il est plutôt là, dans cette logique. Mais en même temps, je pense que de toute façon, tout ça va aller extrêmement progressivement, puisque en fait, normalement, les sociétés, elles font normalement des essais sous 3 latitudes, hein, pendant 3 années d'affilée. Vous savez, pour lancer un produit sur un marché, pour qu'il commence à être vendu, etc., ça prend aussi un peu de temps. Ce qu'il faut absolument faire, et ça, c'est une des idées aussi de DigiBiocontrol, c'est rassembler toutes les données que l'on récolte avec tous ces produits pour qu'on ait une idée, est-ce qu'ils sont réellement efficaces? Est-ce que c'est les bons? Quels sont les bons? Quels sont ceux qui sont peut-être un peu moins bons? Pour qu'on puisse mettre en avant ceux qui ont le plus de chances d'être efficaces et de remplacer les pesticides de synthèse. OK. Merci. Merci aussi. Merci Bonne à fin vous. d'après-midi. Oui, au revoir. Donc voilà, on va passer aux questions qui sont adressées à Brieux Hardy. Donc il y a une question de Paul Jonker qui demande si l'achicorée a un impact sur les mycorhizes. Est-ce qu'elles sont ou non favorables? Écoutez, les chicorées, donc, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que c'est un thème très vaste et que je crains ne pas avoir réponse à tout, hein. Je suis physico-chimiste du sol au départ.
Mais je vais quand même essayer une réponse. En fait, la chicorée, c'est une astéracée. À ma connaissance, ce sont des plantes qui mycorhizent bien. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité avec la culture en elle-même. Après, dans la phytotechnie, forcément, il y a des herbicides relativement agressifs qui peuvent avoir un impact, surtout sur la diversité, parce que plus on a en fait une diversité de plantes cultivées, plus on va avoir une diversité de symbiotes associés. Et puis, il y a sans doute l'arrachage qui peut, lui, après la culture, être assez dommageable parce que les intégrales pour l'arrachage des chicorées sont assez destructrices et peuvent provoquer de la compaction. Mais il n'y a pas d'incompatibilité entre la chicorée et a priori, et la mycorhize. Et le cycle de la chicorée semble assez intéressant pour la mycorhisation. Dans le même ordre d'idée, il y a Monsieur Deteux d'Amiens qui se pose la question justement où est-ce qu'il pourrait trouver les informations par rapport à la mycorhisation, et il aimerait bien savoir les espèces qui sont bénéfiques ou pas à la mycorhisation, notamment pour intégrer en fait dans le choix de ses cultures et de ses couverts pour créer ces assolements. Est-ce que tu aurais un peu des références à lui conseiller? Donc, il faudrait, mais je peux faire ça. Hein. J'ai un peu de documentation assez, je veux dire, assez tournée vers les applications que je pourrais partager. Après, je dirais que un grand principe, c'est que déjà, si on travaille avec des mélanges, par exemple au niveau des intercultures, on peut difficilement se tromper. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans les CIPAN, donc les pièges à nitrate qu'on a utilisés historiquement, ben, c'est sans doute pas pour rien qu'on va retrouver la moutarde et la facélie, des plantes en fait non mycorhizogènes. Mais simplement parce que quand une plante n'a pas besoin des mycorhizes, en fait, elle va avoir une architecture racinaire beaucoup plus fine, beaucoup plus ramifiée, qui va permettre en fait à la plante de se passer du service et de mieux explorer la porosité du sol. Donc c'est assez logique que ces plantes-là, qui ne réalisent pas de symbiose avec les mycorhizes, aient développé ces caractéristiques d'enracinement. Mais du coup, dès qu'on a introduit par exemple des légumineuses, donc là on est sur des plantes, des catégories de plantes qui sont extrêmement mycorhizogènes et qui font en fait beaucoup de symbiose avec les mycorhizes. Donc à partir du moment où on a quelques plantes mycorhizogènes, à mon avis, on est déjà du bon côté. Ben, en effet, si tu as des bibliographies ou des outils à relayer, tu peux me les fournir, je les transmettrai avec l'enregistrement et la présentation en PDF. Il y a Monsieur David Verstraete qui demande si au CERA, vous avez actuellement des projets de recherche sur les biostimulants non microbiens hors TMS. Donc au CERA. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais comme ça, je n'en vois pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Par contre, au sein des centres pilotes, il y a un tas en fait de stimulateurs de croissance avec plutôt des complexes minéraux qui sont utilisés. Et ça, en fait, donc je m'excuse, hein, j'ai un peu mal dosé la longueur de ma présentation, mais si vous allez voir la dia spécifique avec l'inventaire des essais récents des centres pilotes, vous pourrez identifier les produits. À la limite, je peux peut-être partager, comme ça on peut y regarder un peu. Oui, j'essayais de la retrouver aussi. Je tente le partage. Est-ce que vous voyez Oui, tu le partages bien. Il y avait justement Marc de Toffoli qui disait aussi que le CIPF testait des produits en maïs notamment. Oui, voilà. Mais je m'excuse, hein, c'est certainement pas exhaustif, mais tant mieux, sinon j'aurais pas eu assez de place sur la dia. Voilà, j'ai pris ce qui m'est revenu. Je n'ai pas nécessairement fait de relance auprès des centres pilotes, mais voilà, ça illustre quand même bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Souvent aussi, les centres pilotes que j'ai contactés prenaient une réserve sur le fait qu'ils n'avaient pas encore tous eu le temps de répéter les essais dans le temps et que forcément, afin d'avoir une idée un peu plus nette de ce qu'on peut attendre des produits, c'est bien de pouvoir les tester pendant plusieurs années et dans plusieurs conditions.
on a bien vu que finalement les succès, c'était quand on appliquait le produit dans une année qui allait en fait montrer des stress voilà, du bon ordre et auquel le produit allait pouvoir répondre. Donc c'est vraiment une thématique où il y a un intérêt croissant et qu'il faut encore des références sur ces produits-là. Je pense d'ailleurs que de manière transversale, il faudrait certainement que la recherche appliquée dans ce domaine se structure un petit peu parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits qui sont testés en parallèle par les différentes filières et ce serait intéressant à un moment de les recroiser. Mais donc, je me suis un peu égaré. Donc, dans les produits qui sont plutôt des complexes minéraux, alors dans la liste ici, il y a notamment les formulations calcitoniques isotoniques, qui d'ailleurs ont bien fonctionné en 2021 pour contrôler le cul noir en tomate, là, dans les essais du CIM. Le LAM6, c'est un produit qui apparemment améliore la rétention d'eau et qui a très bien fonctionné sur le poireau en 2022. Donc, il y a des essais du CIM, donc je vous renvoie à eux si vous voulez plus d'informations. Après, il y en a certainement d'autres, peut-être Afasol. Je ne les connais pas tous par cœur, hein. Je suis un peu novice dans la problématique. Mais, voilà. Peut-être dans les Vitality, là, FreePK, il faudrait aller voir. Je pourrais vous dire ça assez facilement, mais il faut que je retourne dans mes notes, merci dans l'inventaire. Et donc, on retiendra que les centres pilotes testent une multitude de produits. Et donc, pour les cultures spécifiques, il est recommandé aux agriculteurs d'aller consulter les centres pilotes sur ce point-là. Et alors, Alice Nissens, ta collègue, disait justement que au CERA, il y a des tests sur des produits, mais il n'y a pas de projet, en tout cas, qui rassemble ces thématiques par rapport aux biostimulations. Donc, ce que je vais peut-être donner comme complément d'information, c'est que, par exemple, Alice et son unité, ils ont un agrément pour tester les produits pour les firmes et donc ils testent fréquemment des produits. Ils font des essais financés par les boîtes commerciales qui veulent tester un produit dans des conditions d'essai. Et donc il y a vraiment une expertise sur beaucoup de choses au sein de l'institution. Évidemment, je ne couvre pas tout, mais il y a des questions spécifiques, on peut essayer de réorienter vers les bonnes personnes. Et j'en profite pour remercier Alice pour ses coups de main dans l'élaboration du séminaire. Voilà, peut-être encore si on revient. Peut-être que Laurent Jamard, justement, ajoutait ceci, qu'il teste des produits de biocontrôle en maraîchage au sein d'un projet Interreg réfléchi. Oui, Florence, tu peux. Oui, je poursuivais dans les questions-réflexions. Si tu reviens quand tu as présenté les résultats du projet Microsol System, on voyait qu'il n'y avait pas d'effet significatif du travail du sol sur la mycorhisation, si je ne me trompe. Et quelles sont les modalités que vous avez testées? Est-ce que vous avez pris à partir de combien de temps il n'y avait pas, par exemple, de non-labour? Ou quelles étaient les intensités du travail du sol? Donc, c'est un point qu'il faut aborder avec beaucoup de nuances parce que effectivement, le labour est connu comme être un filtre assez dommageable, en tout cas à certains types de mycorhizes. Pourquoi? Parce qu'il y a des souches de mycorhizes qui survivent très mal à la fragmentation mécanique. Par contre, dans le projet, on a mesuré en fait que les taux de colonisation dans les racines. Donc, on n'avait pas de photo de la diversité. Donc, ça ne veut pas dire que le travail du sol n'a pas d'impact. Donc, c'est un filtre connu sur la diversité. Mais par contre, sur les taux de colonisation des racines, effectivement, moi, je n'ai pas vu d'effet significatif et je me l'explique par l'interaction avec la culture. Je vais vous donner un exemple. Les parcelles, en fait, qui avaient le moins de mycorhizes, les froment qui étaient les moins mycorhizés, eh bien, la plupart étaient dans des non-labours stricts depuis de très nombreuses années. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? C'est que souvent dans ces rotations, on a la betterave ou le colza en tête de rotation, en alternance avec une paille.
Et donc, on a vu, colza et betterave, c'est les deux têtes de rotation qui ne mycorhizent pas. À cette époque-là, on faisait encore peu d'interculture en mélange et c'était la moutarde qui était utilisée abondamment dans les intercultures. Et donc, quand on a un enchaînement interculture de moutarde suivi d'une culture de betterave avec des herbicides, en fait, qui ne laissent passer que des plantes de la même famille, donc par exemple le kénopode blanc, eh bien, on se retrouve avec quasiment un cycle calendaire complet, sans plantes à mycorhizer dans ces rotations-là. Donc, c'est un effet indirect du non-labour qui est plus lié au choix en fait, de la rotation. Et donc, je ne dirais, il ne faut surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le labour n'est pas bon pour les mycorhizes. En fait, toutes les ruptures de cycle de la plante vont être, entre guillemets, dommageables aux mycorhizes. Et plus le sol reste longtemps à nu, moins c'est bon pour les mycorhizes. Et dans le cas du labour, spécifiquement, en plus, il y a cette action mécanique qui va sans doute sélectionner certaines souches qui supportent le mieux la fragmentation et qui ne sont pas nécessairement les plus intéressantes pour les services rendus à la culture. Ok, merci pour ces clarifications. Je vois qu'on a passé un petit peu l'heure, donc peut-être en guise de conclusion, Brieux, qu'est-ce que tu dirais aux agriculteurs et agronomes qui nous suivent aujourd'hui à retenir par rapport à ces notions de biostimulation, voire biocontrôle, un petit message clé. Deux idées maîtresses, Brieux, deux idées à maîtresses. retenir. Paf. Exercice pas forcément facile, mais... Mais je dirais que tout d'abord, si je dois donner un mot-clé, c'est peut-être espoir. Espoir pourquoi? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les produits n'apportent pas des résultats rentables dans toutes les situations. Mais par contre, je crois qu'on l'a vu notamment avec l'intervention de Philippe, il y a énormément de développement et de recherche en cours dans cette voie. Et donc, je pense que les produits vont continuer à s'améliorer et il y a des très bons produits qui existent déjà sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième idée, oui, c'est peut-être de passer par les structures d'encadrement quand ils ont finalement un doute sur ce que peut finalement apporter un produit, parce que je crois que c'est effectivement en répétant les essais dans différents types de conditions qu'on pourra avoir une idée plus claire des produits qui ont plus de valeur. Et c'est clair que face à un discours commercial, parfois il y a des commerciaux qui font très très bien leur boulot et qui mettent en avant des atouts réels de produits. Mais à mon avis, parmi tous les produits, il y en a quand même qui fonctionnent moins bien que d'autres. Et je dirais qu'un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que pour moi, pour passer un palier dans l'utilisation de ces produits, il faut certainement en fait revoir un petit peu la manière de les aborder de façon plus systémique. C'est-à-dire plutôt travailler peut-être avec des cultivars plus résistants aux maladies, associer ça peut-être avec des plantes compagnes qui vont aussi jouer un rôle dans la protection des cultures. Parce que si on utilise ces produits uniquement en substitut des molécules de synthèse, on risque d'être déçu parce que finalement, le pesticide, il va vraiment cibler de manière très directe le pathogène ou le ravageur de la culture, ce que ne fait pas d'office un éliciteur de croissance ou un régulateur de croissance. Et donc, d'où l'importance de la rotation dans toute cette réflexion-là. Et j'en profite pour vous dire que nous aurons donc un petit séminaire au Moulin de Meuse à B le 3 février sur la rotation. On va essayer effectivement d'avoir un point de vue un peu holistique sur cette question déjà largement abordée par le passé. Merci Brieux. Merci beaucoup Brieux. Avec plaisir, merci à vous. Et donc, je rappelle aux participants que la présentation et l'enregistrement seront mis à disposition sur Wallakis. Donc, vous pouvez en effet aller déjà consulter tous les anciens replays de la saison 1 et de la saison 2, ainsi que les présentations qui sont disponibles en PDF.
Et donc, je vous informe quand l'on arrive tout doucement à la fin de cette saison 2 avec un dernier épisode qui est donc planifié dans 15 jours sur la mesure agro-environnementale basée sur les résultats, la fameuse MR14. Comprendre, donc on va un peu faire la prospective de ce qui le bilan de campagne de l'année 2024 pour ceux qui ne seraient pas encore engagés, avoir une réflexion si ça vaut la peine ou pas dans votre exploitation de s'engager. Voilà, merci à tous de votre participation et à dans 15 jours alors.